Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de ce 9 décembre. Les événements de ce dimanche 7 décembre 2025 restent gravés dans la mémoire collective. La tentative de déstabilisation des institutions béninoises a été déjouée par la bravoure de l'armée républicaine. Ce soir, avec nos invités, nous allons décortiquer la réaction de l'État face à cette menace. Notre objectif, analyser le récit officiel du gouvernement et la réponse institutionnelle qui prouve que la République est restée debout. Nous aborderons d'abord l'onde de choc et le Front national de condamnation avant d'analyser après la preuve la plus éclatante de la résilience, le maintien du calendrier électoral. Nous commençons par le film de l'événement et je vous présente mes invités. Je suis ce soir avec Julien Kitty, chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle et bonsoir à tous et vive le Bénin. Gracia Makoko, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Tobola. Je salue l'armée béninoise, je salue le peuple béninois résilient. Et j'ai enfin Roméo Aïssegbe qui est consultant en génie civil, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir chez vous et bonsoir à l'armée républicaine. Nous commençons, comme je le disais, par le film de l'événement tel que présenté par le gouvernement lors du Conseil des ministres extraordinaire du lundi. Ce récit des faits a servi de point de départ à une vague de condamnations sans précédent, dessinant les contours d'un front unifié. Julien Kitty, comment, de votre position, vous analysez cette cohésion nationale autour de cet événement? En d'autres termes, ce front unifié est-il une simple posture de principe ou témoigne-t-il réellement d'un vrai consensus plus profond d'ailleurs sur l'interdiction du changement de régime par la force au Bénin? Je pense que c'est la preuve de ce que lorsque le dénominateur commun devient donc la question de sécurité pour tout le Bénin, individuellement, d'abord pour les citoyens, également pour toute la nation et ses institutions, parce qu'on a une phrase qu'on a tout le temps répétée, mais qui vaut son pesant d'or. On dit qu'on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit, et on ne sait pas qui serait victime. Donc tout le monde, dès que les gens, malgré leurs différences et leurs différends, sentent que on est tous menacés, il y a ce sursaut-là. Maintenant, quand on prend la taille, la nature de ceux qui sont intervenus, les personnes physiques et morales qui sont intervenues, vous sentez également que quand même, la tradition chez nous, c'est que nous ne voulons pas des coups d'État. Vous avez vu les grands moments, les grandes dates de l'histoire du Bénin. On a toujours voulu éviter l'instabilité. Les partis politiques qui n'ont pas d'existence ni d'activité s'il y a coup d'État. Vous voyez les mutins, quand ils ont fait leur déclaration, l'une des mesures immédiates qu'ils ont prises, c'est de suspendre les institutions et les activités des partis politiques. Donc que les partis politiques veuillent dénoncer, condamner une telle tentative, ça ne surprend pas. Maintenant, il y a certains partis politiques qui ont été plus prompts, parce que n'ayant aucun intérêt à ce que notre pays, sa marche de développement amorcée avec le gouvernement du président Patrice Talon, puisse s'arrêter. Il y en a qu'on a dû supplier pratiquement sur les réseaux sociaux avant qu'ils le plus important, c'est que ça a été fait. Oui, moi, j'exerce ma liberté de constater que moi qui vous parle, simple citoyen que je suis, c'est aux premières heures de cette affaire que j'ai osé écrire sur les réseaux sociaux un post où j'ai dit ce pays et ce Bénin solide, uni qu'on est en train de voir face à l'ennemi, démontre que la principale et la plus efficace des armes qui permettent à un peuple de lutter contre un ennemi qui l'attaque, c'est l'âme de ce peuple. Et que ce peuple a une âme qui a refusé la déstabilisation. Vous avez vu dans la soirée, quand le chef de l'État a voulu intervenir, il a également dit qu'il a également célébré l'âme de ce peuple. Parce que ce qui se passe là, pour qu'on repousse les ennemis dans ces conditions, il y a certes la bravoure des forces de défense et de sécurité, leur professionnalisme. Il y a les armes qui tonnent.
mais il y a le divin, il y a cette union sacrée d'un peuple qui a refusé de sortir dans les rues pour supporter les mutins parce que eux, dans leur action, c'était clair qu'ils voulaient jouer sur la psychologie du peuple. Si jamais le Bénin, les masses populaires s'étaient levées pour dire oui, nous soutenons l'action des mutins. Vous voyez, il n'y a pas ce dirigeant au monde qui arrive à contrer efficacement et facilement la volonté d'un peuple uni qui est debout dans les rues. Donc, ce peuple a montré qu'il n'est pas prêt à arrêter ça et que même si quelqu'un avait quelque chose à reprocher à la gouvernance du président Patrice Talon, ce n'est pas la manière de le faire. Donc moi, j'ai vécu une journée de frayeur, au même moment de regain de patriotisme. Donc il faut à ces moments-là prendre des risques. Si je suis venu sur votre plateau maintenant, comme j'ai été dans les studios d'une radio hier matin, c'est ma part de patriotisme que je viens jouer ici. Chacun de nous prend des risques, d'accord? Et donc, nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. Et on espère que la suite, ça va très bien se passer. Les mânes de nos ancêtres vont continuer à nous protéger. Oui, Front uni des partis politiques, confessions religieuses, mais également dans les réseaux sociaux, Gratien Makoko, on a constaté que l'orientation était définitivement contre ces assauts pour remettre en cause l'ordre constitutionnel établi, surtout que nous sommes dans un processus électoral. Oui, vous savez, les coups d'État, les prises de pouvoir, et pas des voix autres que celles des urnes, est un événement déplorable sous tous les cieux. Même lorsque vous donnez l'exemple du Sahel, le capitaine Traoré est venu au pouvoir par le truchement d'un coup d'État, mais lui-même, à son arrivée, il a pris des lois pour corser davantage la sanction contre ceux qui vont prendre le pouvoir par les armes. Ça voudra dire que même les militaires dans le Sahel sont conscient que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Tout à fait, il a fait la même chose. Donc ça voudra dire que dans leur cœur, ils sont intimement convaincus que les coups d'État, ce n'est jamais une bonne chose pour les peuples. Et lorsque nous prenons l'exemple du Bénin, lorsque j'ai parlé de résilience de la population à l'entame de mes propos de présentation, c'est en réalité pour mettre l'accent sur ce sursaut patriotique qu'on est en train d'observer dans la vie réelle, dans les villes et campagnes du Bénin et également dans la vie virtuelle sur les réseaux sociaux et partout. Parce que les dégâts d'un coup d'État sont énormes et le Bénin étant le berceau de la démocratie en Afrique, nous sommes définitivement entrés dans une dynamique de pays civilisés, de pays qui ne veut plus retourner avec les pratiques grégaires, des pratiques archaïques, les pratiques de violence dans le cadre de la session à la magistrature suprême. Donc je vais vous dire, Madame Tobola, que effectivement ce peuple se montre uni. Uni pourquoi? Uni contre les bains de sang. Uni pourquoi? Uni parce que les coups d'État n'ont jamais permis de construire un État en Afrique notamment. Les autoroutes que les coups d'État ont construites, qu'on nous montre les plateaux techniques que les coups d'État ont permis de mettre en place, qu'on nous montre les routes bitumées et toutes ces infrastructures que les coups d'État ont permis de mettre en place. On a des exemples partout. Vous avez vu comment le Libéria a été déchiqueté par le truchement de coups d'État réalisé notamment par Samuel Doe et après Charles Taylor, n'eût été l'arrivée d'une certaine Hélène Johnson Sirleaf. On voit un Libéria vraiment déchiré et ça n'a pas manqué. Même au Mali, il y avait des coups d'État par le passé. Les gens sont partis même aller juste à sortir du franc CFA. Ils sont revenus après et on a crié, ils ont crié. Finalement, il n'y a pas un grand progrès. Et ils sont reculés. Aujourd'hui, on observe une sorte de réjouissance des coups d'État en Afrique. Certains justifient cela par des motifs panafricanistes. Et il y a certains qui se font appeler panafricanistes. Qui n'est pas panafricaniste parmi les Africains? Ça, il faut que ce soit très clair. Tout le monde est panafricaniste. Nous aimons l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique soit souveraine. Nous voulons que l'Afrique ne soit pas marginalisée. Ça, c'est dans le sang de tout le monde. Ce n'est pas
monopole de quelques-uns. Et au nom du panafricanisme, on ne devrait pas cautionner, et ça, j'insiste là-dessus, on ne devrait pas cautionner en tant que citoyen d'Afrique les changements anticonstitutionnels de gouvernement, parce que lorsque ça se passe, ce sont des vies qui en pâtissent. Et vous voyez le cas dans certains pays, et même le Bénin, ce n'est pas sans dégâts humains. Et ces dégâts, on donne l'exemple d'une dame qui... Et on a rencontré la mort dans le cadre de ce jeu manqué qui a eu lieu au Bénin ici. C'est l'espoir d'une famille, c'est l'espoir des enfants qui sont en train d'aller à l'école. Une famille qui paie un peu le chapeau, parce que chez nous on sait que la femme... Mais il y a beaucoup d'autres victimes, et à partir du moment où cela peut engendrer la mort, je pense que l'humanité nous dit... bien évidemment, de dire que ce n'est pas de bonne pratique, et ça n'a jamais développé les États, ça n'a jamais permis au pays de progresser. Et donc on salue et on constate avec beaucoup de bonheur que ce peuple effectivement est décidé de se mettre ensemble pour que plus jamais ça effectivement au Bénin. Justement, et au cours de cette journée du dimanche au Roméo Isegbe, les intos, les inforces ont fusé de partout, mais malgré cela, on note une certaine détermination des uns et des autres à retrouver l'ordre préalablement établi avant que Saint-Mité n'agisse. Merci beaucoup, Madame Angèle. Vu l'angle de la question que vous avez posée, je m'en voudrais de ne pas féliciter le gouvernement béninois, notamment la cellule de communication, je parlais de la DIRCOM, parce que rare fois en Afrique, cet événement tant redouté se produit, et pendant les heures les plus sombres de l'événement, la communication officielle n'a pas manqué. Aucun Béninois ne peut dire, surtout à travers les canaux digitaux, que le gouvernement n'était pas présent. Ce qui montrait réellement que les délinquants sociaux qui ont pris les armes, au lieu de les retourner contre les ennemis de l'État, ont retourné contre le peuple, n'ont pas véritablement touché le moteur ou bien le cœur même de la République. Et vous savez, nous avons fait face, comme vous l'avez dit, à des intos. Ces intos ne devraient pas nous étonner pour autant, parce que, en réalité, si motivation peut-être a pu emporter nos vaillants guerriers qui n'ont pas su tenir leur tête sur leurs épaules, c'est justement parce qu'il y a des attaques dans le monde des réseaux sociaux, pas partout, surtout en ce qui concerne les États du Sahel. Je vais nommer l'AES par rapport au Bénin. Qu'ils vous souviennent, il a fallu juste que le Bénin défende les valeurs d'une république et se mettre dans une position, dans une posture d'être contre tout ce qui est coup d'État, donc prise de pouvoir par les armes, pour que les États du Sahel, donc notamment les États de l'AES, je veux dire, se liguent contre M. Patrice Talon. Et avec ces panafricains, pseudo-panafricains, je vais dire, ceux qui ont trouvé du boulot grâce aux réseaux sociaux, parce que le panafricanisme, c'est dans l'art. Le panafricanisme, c'est avec les artisans, c'est avec les développeurs à la base, c'est ceux qui veulent faire normalement du consommation local qu'on peut appeler du panafricain. Mais ici, nous avons des gens qui ont découvert les réseaux sociaux et qui ont élu domicile sur les réseaux sociaux pour utiliser cette invention qui n'est pas africaine du moins, et nous montrer qu'eux, ils sont plus africains que, je veux dire, Mark Zuckerberg et tous ceux qui ont créé WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Alors, ces intentions viennent de ceux qui ont dû trouver du boulot, parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs, les États dans lesquels ces putschs ont eu de succès, le catastrophe s'est installé. Avoir accès au carburant, c'est impossible. Les médias officiels nous montrent que pour approvisionner même le Mali aujourd'hui, depuis plus de 6 mois, c'est impossible. Nous savons ce qui se passe au Burkina Faso. Le Niger, c'est tout près ici, n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer véritablement que ça fait bon vivre chez eux? Déjà, eux-mêmes, dans leur communication à l'interne, ils font déjà de l'intos. C'est-à-dire, ils montrent ce que les gens ne vivent pas. Alors, chacun de nous ici a des parents dans ces pays-là, donc on connaît la véritable vie de ceux-là dans ces pays. Alors, venir attaquer et lancer un semblant de succès à la face du monde par rapport à ce qui a été vite maîtrisé au Bénin ici, c'est justement dans le dessein inavoué de vouloir nous traîner les 13 millions de Béninois que nous sommes dans cette galère où ils vivent. Ils ne sont pas fait avoir justement, parce qu'il y a
On parle de ce front justement contre... Oui, c'est ça, c'est cette promptitude du gouvernement et des citoyens béninois. Alors, il faut l'avouer, c'est vrai que nous avons de nos compatriotes qui ont vendu leur cerveau pour de lait de vache et qui ont continué à foutre de bordel. Mais il y a pour la plupart les citoyens béninois, quel que soit leur bord politique, qui ont dû cracher la vérité. Mais encore là, vous savez, le monde virtuel est sous domination de l'IA. Donc, il amène aujourd'hui l'homme à apporter plus de preuves pour prouver ce qui est réel qu'il est plus facile pour celui qui est dans le mensonge de monter même des images et de prouver ce qui n'est pas. Donc c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que en 48 heures, la vérité a pris le dessus. Et donc ce ne serait que des ignares ou ceux qui sont animés d'une mauvaise volonté véritablement de voir le Bénin sombrer qui vont continuer à chanter encore ces mauvais chants-là par rapport au Bénin. Intéressons-nous maintenant à la version officielle. Julien Titi, d'après le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, la mutinerie a échoué dans sa tentative de neutraliser la haute hiérarchie militaire, notamment le directeur de cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, le général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Faïzou Gomina. En quoi, selon vous, l'échec de cette première phase stratégique a-t-il été un élément qui a ralenti la proportion de l'action prévue par les mutins? Mais je pense d'abord, sans être militaire et sans être spécialiste achevé des questions de sécurité, mais pour des données que je maîtrise de par mes formations et de par mes recherches également, le temps compte beaucoup, le timing, ça compte beaucoup dans des opérations du genre. Tant pour ceux qui mènent ces opérations que ceux qui doivent les déjouer. Et je pense que si on voit la description que le gouvernement fait de la situation par rapport à ce qu'on avait eu par d'autres médias, d'autres canaux, il y a une similitude. C'est que les mutins ont voulu attaquer les domiciles de ces hauts gradés-là simultanément, pendant que les actions plus corsées se mènent à Cotonou, où ils vont tenter d'attaquer la résidence du chef de l'État et de s'orienter vers le palais de la présidence, avant à leur corps défendant de se dire, il vaut mieux aller donner message à la télévision. Alors l'objectif, c'est clair. Quand ils attaquent ces domiciles-là, les hypothèses possibles, c'est sûr que quand ils arrivent à ce niveau, il y a des coups de sommation d'abord. Si ces généraux-là, ces hauts gradés-là sont des flemmards ou qu'ils ne sont pas convaincus dans leur responsabilité de défense de l'intérêt de la République, ils vont se donner, ils vont se livrer parce que les autres qui sont venus les attaquer sont venus avec beaucoup d'armes. La protection d'un général, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un général ne garde pas un magasin rempli d'armes chez lui, mais n'est pas général. N'importe qui n'est pas général, donc il sert de pareilles circonstances, comment il se défend, il a un minimum. Et il a été dit que ces hauts gradés là, et c'est la preuve est là, que chacun d'eux a opposé une riposte d'abord. Ça a retardé ces équipes-là, ces groupes qui sont allés les attaquer. Même les deux qui ont été kidnappés, il s'est établi que ils ont résisté pendant longtemps, les mutins n'arrivaient pas à les avoir, et ils ont dû leur faire croire que c'est un renfort qui était venu avant que cela ne sorte. Alors comment on n'a pas pu les éliminer physiquement aussi? Ils ont dû être professionnels à ce niveau également. Et le directeur du cabinet militaire du chef de l'État, et c'est le moment de s'incliner sur la mémoire de son épouse, Madame Berthe Bada, qui malheureusement a été tuée par je ne sais pas comment, ailleurs on les appelle des microbes. C'est sûr que ces gens-là, ils avaient envie vraiment de faire du mal au général. Et il a réussi à leur échapper. Et quand le directeur du cabinet militaire du chef de l'État réussit à leur échapper, c'est qu'il ne leur échappe pas seulement. Il leur échappe et il est en position de coordonner un certain nombre de choses. Donc, n'ayant pas atteint l'objectif de mettre hors d'état de nuire ou d'action ces trois généraux-là, la coordination de eux, leurs actions, les mutins, ça a dû traîner un peu.
Et certainement que pendant ce temps, ceux qui gardent la présidence de la République, ceux qui gardent la résidence du chef de l'État ont dû se préparer parce qu'à ce niveau, s'ils n'avaient pas eu une résistance farouche, digne d'une armée régulière, bien formée et équipée, eh bien, s'ils avaient accès à la résidence du chef de l'État et au chef de l'État, à la personne du chef de l'État, mais ils auraient mis le grappin sur lui avant de venir même parler à la télé. La preuve, entre autres choses qu'on reproche à ceux qui sont, je ne dirais pas spécialistes des coups d'État, mais ceux qui savent décrypter les coups d'État, ce qui paraît bizarre dans le comportement de ces gens, tout le monde leur dit, mais vous êtes des plaisantins parce que sans mettre la main sur le chef de l'État que vous voulez renverser, sans mettre la main sur les responsables des institutions, vous venez à la télé pour dire qu'il est démis de ses fonctions. Vous le démettez de ses fonctions en tant que qui? Et quand vous finissez ça là, vous vous repliez sur votre base, d'où vous êtes parti avec des armes de l'État. Et mieux, pour montrer que l'armée régulière, avec le soutien de la CEDEAO, ils ont été vraiment, les éléments ont été vraiment professionnels. La base où les mutins se sont repliés, sont retranchés, mais c'est quand même un corps d'élite qui est là. Cela suppose également qu'il y a des munitions, suffisamment de munitions, et il y a des armes lourdes qui sont là. Je suppose des choses, hein, les spécialistes de l'armée me rectifieront si je parle mal. Mais à ce niveau, comment on a pu les neutraliser après pour que, à partir de là, ils ne continuent pas au cours de la journée de continuer à attaquer les positions du gouvernement béninois. Et c'est en cela qu'au fil des heures, il y a eu maintenant un décalage entre l'action des mutins sur le terrain et les communicants du mal qui étaient préparés, et leur chef, c'était Kémy Séba, malheureusement notre... Non, quand je dis le chef, là j'ai observé quelque chose en tant que spécialiste de la communication, je dis ce que j'ai vu là. Il s'est positionné comme celui qui allait donner la détonation au niveau des réseaux sociaux, tant pour s'adresser au peuple béninois, pour que les gens rentrent dans les rues, pour accompagner le mouvement. Au même moment, quand on regarde le message qu'il passe, et on regarde le message des communicants de l'AES, et on connaît les rapports de Kémy Séba avec les dirigeants de l'AES. Les commanditaires, le gouvernement nous le dira certainement. Non, moi je ne suis pas en train de parler de commanditaires, mais je ne souhaite pas non plus que sur des choses qui relèvent du factuel, qui sont déjà vraies, qu'on mette encore de doute. Non, il y a eu un complot, tant sur le plan militaire que sur le plan de la communication, et ceux qui ont pris le devant de cette communication-là, il y a Kémy Séba dedans, il y a les communicants de l'AES, et on a compris que tout cela avait intérêt à ce que ça marche. Donc ce décalage entre l'action sur le terrain et les communicants de l'AES, ça a fait aussi que, et la riposte, d'accord, de tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, qui étaient des patriotes. Et moi, personne m'a demandé, va sur les réseaux sociaux. J'ai vu, autant qu'on est sur le plateau ici, on a été chacun dans sa communauté pour dynamiter le vent que les autres, le rouleau compresseur que les autres voulaient utiliser. Et puis, que je vois en ce moment, vous savez, dans tous les pays, excusez-moi, oui, dans beaucoup de pays, lorsque les gens font coup d'État, si ça marche, l'une des autorités que les gens prennent comme trophée pour venir montrer, il y a les porte-paroles dedans. Parce que c'est celui qui vante régulièrement les actions de ce gouvernement qu'on a descendu. Mais j'ai vu le porte-parole du gouvernement béninois aux côtés du chef de l'État. C'est-à-dire que c'était du réel. Et ça, ce degré de patriotisme-là, parfois c'est le rôle que les gens doivent jouer normalement. Mais quand ils les jouent et quand ils les font bien là où d'autres prennent la poudre d'escampette, il faut saluer cela. Et après qu'on ait montré le chef de l'État, pendant que les gars disaient non, Patrice Talon ne parle pas, il est au milieu des mutins, quand on le montre en train de venir au palais, on l'a montré en train de discuter avec ceux qui étaient restés loyaux et fait une déclaration le même jour. Dans la plupart des pays, revisitons l'histoire des coups d'État, le chef de l'État, on le met, même s'il n'est pas pris par les putschistes, on le met en lieu sûr pendant des jours, parce qu'on craint pour sa vie. Et je crois que
ce n'est pas des images générées par l'intelligence artificielle, ce que j'ai vu jusqu'à la descente dans les rues du chef de l'État. Donc pour moi, l'échec de ces ennemis de la République, là, c'est parti du timing qu'ils n'ont pas pu respecter parce qu'ils ont eu en face de la résistance à tous les niveaux. Voilà. Et au niveau communicationnel également. Exactement, et justement, on va dire la résistance physique également contre les mutins relève ou renvoie également à cette présence de la garde républicaine sous évidemment l'autorité du colonel Thévoé Trey, qui était d'ailleurs aux côtés du chef de l'État également. Justement, ça a été, en tout cas, le chef de l'État l'a vécu en direct dans le compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire qui nous a été fait. Roméo Aïssegbe, quelle est la portée selon vous, la portée institutionnelle et symbolique de cette résistance au plus haut niveau pour réaffirmer aux yeux de la nation la doctrine d'obéissance et de loyauté de l'ensemble des forces armées? Quand vous avez posé la question, j'ai regardé la figure de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Sogolo et le ton grave malgré le poids de l'âge, 95 ans bientôt. Et il a fêté ses 94 il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours. 7 ou 8 jours. Vous comprendrez aisément que ceux qui ont vu un État où il n'y avait pas les institutions que nous avons aujourd'hui et qui voient depuis 90 ce que nous vivons, dont nous bénéficions aujourd'hui, auraient plus d'émotions que nous autres pour parler de la question que vous avez posée. Et moi, personnellement, je constate que quand on voit toutes les institutions debout, quand on voit que dans les mêmes 24 heures là, c'est-à-dire la sortie du chef de l'État, juste le lendemain, le conseil extraordinaire qui a pu réunir, n'est-ce pas, tous les représentants de ces institutions-là, quand on voit les déclarations et tout de l'Assemblée nationale et toutes les institutions que vous avez vues là, premièrement, moi j'ai vu l'audace des hommes qui sont à la tête de ces institutions. J'ai vu l'audace parce que, je vous assure, dans certains pays, ceux-là auraient trouvé les moyens de déserter le forum. Parce que si ce mauvais coup avait réussi, c'est les tout premiers qu'on devrait prendre. Mais je salue également leurs gardes du corps, qui déjà à ce niveau-là n'ont pas désobéi à l'institution qu'est l'État. Parce que lorsque ça rentre un peu dans ces conditions, pour moi qui ai vécu un peu dans ces pays de l'AES, ou était dans certains pays quand le truc est arrivé, vous savez, les gardes du corps retournent leurs armes directement contre les responsables qu'ils gardent. Mais je craignais ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que toutes ces personnalités-là avaient des gardes du corps, mais ces gardes du corps sont restés dans la posture républicaine. Et c'est à saluer. Vous voyez, la sécurité intérieure, les policiers, ils n'ont pas cédé. C'est-à-dire, on a pu séquencier le mal, comme l'a dit mon grand frère sur le plateau ici, on a pu séquencier le mal, et c'est resté dans les postures, ce qui a fait qu'on n'a pas véritablement senti que les institutions nous ont abandonnés. Et alors, si ces institutions, comme on reconnaît leurs valeurs, ont pu tenir, c'est parce qu'il y a un peuple éduqué, il y a un peuple béninois qui n'a pas voulu prendre les rues. C'est-à-dire, la marchande de ces putschistes, c'est qu'ils sont dans deux villes, ils sont à l'intérieur de deux villes, notamment Caravi et Cotonou, qui ont souvent vécu les moments les plus difficiles de la période révolutionnaire. Donc, cette nostalgie, personne n'a envie de retourner dedans. Et c'est d'ailleurs aussi les populations de ces villes-là qui ont l'habitude de prendre la rue et qui facilement peuvent barrer, brûler les pneus. Mais on a vu que personne n'est sorti. Attention, il faut craindre ce peuple-là. Et c'est l'image du peuple qui est l'échantillonnage qui occupe les institutions. Donc ça prouve véritablement cette volonté, n'est-ce pas, d'obéir au drapeau béninois. Cette volonté de respecter les textes de l'État. Et ceux qui portent l'étendard, ceux qui sont nos représentants à la tête de ces institutions, sont conscients de ce qu'ils représentent. Et vraiment, nous avons vu un certain nombre de choses. Et je ne vais pas chuter sans vous saluer, vous aussi, les hommes de la presse, parce que vos collègues étaient à l'OFTB. Et ce que nous avons vu là... Et Télé était à quelques encablures de la bataille la plus rude. Télé qui est même partenaire du gouvernement, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que Télé fait souvent le direct en même temps, s'il y a des événements, en même temps que l'OFTB. Et pendant ce temps... Et donc, il y a ces hommes et femmes de la presse qui ont joué aussi un rôle
vraiment prépondérant. En ce moment où tout le monde captait les chaînes, où l'ORTB était planté, a disparu en temps, tout le monde était rabattu sur les autres chaînes que vous êtes. Et imaginez si vous avez paniqué. Je remercie sincèrement les institutions qui ont pu tenir, la HAC qui fait un travail important, parce que la preuve, quand on a écouté le président de la HAC qui invite la presse à être patriotique en dehors du professionnalisme, je crois que nous sommes à un carrefour où les institutions nous ont donné la leçon, mais que nous avons un peuple éduqué qui comprend que si ce n'est pas constitutionnel, et cela donne la conclusion, hein, quel que soit l'acte que les dirigeants posent, si ça n'épouse pas la volonté du peuple, le peuple pouvait réagir. La preuve, ce qu'on espérait pouvoir réjouir le peuple, n'a pas réjoui le peuple. Et aujourd'hui, le peuple croise les bras, et c'est ceux qui n'ont jamais vu peut-être le soleil béninois, qui crient sur les réseaux sociaux en disant que le peuple est libéré. Je me demande si nous sommes liés comme eux dans l'AES. Merci, M. Makoko, merci pour la patience. Alors, pendant que les mutins agissaient, il y a quand même l'armée loyale qui défendait corps et âme, le chef de l'État et également les autres positionnements qui ont été pris d'assaut par ces mutins. Je demandais à Roméo, pour vous, la portée institutionnelle et symbolique de cette résistance au plus haut niveau pour réaffirmer aux yeux de la nation la doctrine d'obéissance et de loyauté de l'ensemble des forces armées. Oui, il a dit, et je fais mienne ces analyses, parce que vous savez, Madame Touboula, si Dieu devrait vous rappeler auprès de lui, le plus grand regret que vous pouvez avoir est celui de n'avoir pas légué à vos enfants une bonne éducation. Et quand vous voyez le comportement de ceux qui sont à la tête de notre armée, quand vous voyez ceux qui animent les institutions républicaines, quand vous voyez le niveau de loyauté, leur comportement, c'est le reflet de l'éducation que chacun d'eux a reçu déjà dans sa famille. Ça, il faut le dire parce qu'il y a la loyauté envers un chef d'État et au-delà de la personne du président de la République, c'est la loyauté envers un État, la loyauté envers un peuple. Et ça, on l'a constaté parce que ailleurs, très tôt, il y a des généraux qui rejoignent le rang des mutins. Très tôt, il y a même des directeurs de la garde républicaine dans certains États qui ont rejoint le rang des mutins. Et ça, ils ont observé de la résistance. Et quoi que cela puisse coûter à ce peuple, ils ont dit là, il faut quand même qu'ils puissent mettre vraiment leur éducation en jeu et de soutenir la République. Parce que si jamais ce coup c'était soldé par ce que les gens attendaient, aujourd'hui peut-être qu'ils ne seront pas ici en train de parler. Et l'aîné avait commencé ses propos par là parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça peut finir. Donc, il faut saluer les institutions républicaines, il faut saluer la HAC. Je ne vais pas revenir sur la liste qui est déjà bien exposée par M. Aïssegbe. C'est tout l'État du Bénin et l'État du Bénin avec son peuple, avec ses institutions qu'il faut saluer à travers tout ce que nous avons pu observer. L'armée était en 77, donc a tenu et a bouté hors du pays l'ennemi, même si la vigilance reste de mise, puisque on traque l'ennemi pour lui mettre la main sur tous ceux qui ont pris la poudre des scampettes. Au-delà de la promptitude des forces loyales, Julien Kitty, le récit officiel met également en lumière l'assistance de la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, contrairement aux précédentes crises sous-régionales, notamment le cas nigérien. L'assistance immédiate et concrète de la CEDEAO a été un facteur clé du dénouement rapide de cette situation dimanche. Cette célérité jusqu'au déploiement de cette force en attente constitue, selon vous, le marqueur, ou constitue-t-elle, selon vous, le marqueur d'une nouvelle doctrine d'intervention rapide qui permet à la CEDEAO, pourquoi pas, de rétablir efficacement sa crédibilité dans la défense de l'ordre institutionnel? Mais je pense que la CEDEAO, quoi qu'on lui reproche dans sa somnolence, parfois, vu le temps l'âge que la CEDEAO a, chaque institution connaît ses moments de somnolence parce qu'il faut réajuster un certain nombre de mécanismes d'intervention. Et beaucoup ne savent pas que la CEDEAO aussi, ses interventions sont basées sur ces tests. C'est-à-dire que si les tests aussi ne connaissent pas des mutations, parfois on peut ne pas comprendre certaines interventions de la CEDEAO qui restent dans des limites données. Et je pense qu'il y a un travail qui a commencé à être fait à ce niveau
Et les facteurs qui peuvent déterminer, qui peuvent expliquer cette promptitude dans l'intervention de la CEDEAO aujourd'hui, c'est d'abord parce que c'en était de trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rajoute le Bénin à la liste de ces pays qui connaissent les coups d'État pour faire l'expérience de l'AES et pour qu'on dise, bon voilà, le Bénin aussi sort de la CEDEAO et que avec les menaces de ces dirigeants de l'AES qui veulent plus se donner bonne conscience que de régler des comptes à la personne du président Patrice Talon. Et là, ça n'est pas un facteur négligeable également. Le deuxième, c'est que pendant que il fallait défendre les positions de la CEDEAO, pendant qu'il fallait prendre le risque de s'aligner sur les positions de la CEDEAO, le Bénin l'a fait à ses risques et périls. Vous voyez ce que les dirigeants nigériens ont à la bouche aujourd'hui pour refuser d'ouvrir le frontière avec le Bénin au grand bonheur des populations des deux côtés, eh bien, c'est que, bon voilà, on continue de raconter que lorsque il y a eu coup d'État au Niger et que la CEDEAO a menacé d'intervenir, y compris militairement, c'est le Bénin, le président du Bénin, qui a été porte-voix et qui a été très ferme, en oubliant, et ça c'est une limite intellectuelle que je ne comprends pas, en oubliant que le chef de l'État béninois qui parlait en ce moment parlait au nom de l'organisation, parce qu'il ne parlait que sur la base de la décision prise par l'organisation. Et un pays peut avoir ses intérêts particuliers, d'accord, préserver sa souveraineté, mais quand une décision communautaire est prise, c'est qu'on respecte ça. Le Bénin ne peut pas avoir pris tous ces risques-là, d'accord, et aujourd'hui se voit abandonné. Deuxième chose, les relations entre le Bénin, le géant de l'Est, le Nigeria. Ces relations-là qui ont connu un coup de froid entre-temps, les dirigeants béninois et les nouvelles autorités du Nigeria ont travaillé à les renforcer. Ça ne vous a pas échappé que la première célébration de fête de l'indépendance au Bénin, après l'accession du président Tinubu au pouvoir, le Nigeria a été l'invité spécial ici. Et le Nigeria tient encore la présidence en exercice de la CEDEAO. Donc si le président Tinubu ne répondait pas... La Sierra Leone qui tient maintenant. La Sierra Leone qui tient maintenant. Oui, alors, sans changer, tous mes excuses. Mais le président nigérian reste quand même, et ça il n'y a pas longtemps quand même qu'il a laissé la présidence, il reste, et le Nigeria reste un poids lourd au sein de la communauté. Si le Nigeria, la preuve, on a dit qu'il y aura l'intervention de la CEDEAO, mais c'est le Nigeria qui a pris le devant d'abord parce que c'est plus proche. Et ce que j'ai aimé également, et ça c'est important que nos dirigeants travaillent à ce que nous ayons cette information institutionnelle en temps réel. Vous voyez, on n'a pas fait de mythe autour des échanges entre le Bénin et le Nigeria pour obtenir cette intervention. Il a été clairement dit que le ministre des Affaires étrangères du Bénin a envoyé un message au Nigeria pour solliciter même ce que la France a pu apporter. Il y a de la traçabilité autour dans les pays qui se respectent. Et au nom du droit international, voilà des éléments sur lesquels parfois les gens ne mettent pas l'accent et ça donne l'image d'État un peu voyou. Je pense que notre État, malgré la situation, le caractère très grave de la situation, a pris ces précautions-là et aujourd'hui, il n'y a pas de quiproquo. Cela aussi a cloué le bec à certains, voilà, à l'intoxication, parce que quand ils ont tenté de dire, ben voilà, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'histoire là-bas, où jusqu'à aujourd'hui, le débat continue de se faire autour de qui a dynamité le bunker de Gbagbo là-bas pour le déloger, c'est la France qui a frappé ou c'est elle qui a... Ici, là, ceux qui ont voulu faire croire que l'armée béninoise n'a rien fait et que ce que l'armée nigériane a fait, on peut pas, c'est la France qui a fait. Ils savent le rôle que la France a joué et ils savent le rôle que le Nigeria a joué. Et le ridicule, j'en aurais fini en vous disant que j'ai trouvé que ceux qui sont derrière, font la propagande autour de ce crime-là, qui heureusement n'a pas prospéré, mais ils sont nés avant la honte. Ils vont jusqu'à dire que non, la France et le Nigeria
ne devraient pas intervenir, le fait qu'ils sont intervenus là, on devrait considérer que le coup a marché. Dans quel pays un coup marche contre un régime et le régime est encore en place? Le président est là, vous l'avez déclaré arrêté, il ne l'est pas. Les institutions fonctionnent, vous avez les mutés, on dit qu'il n'y aurait pas coup dans les établissements scolaires et académiques. Les coups se déroulent, les étudiants béninois ont eu le courage de descendre dans la rue pour dire « nous soutenons le gouvernement » et dans des départements donnés, la population est descendue cette fois-ci pour dire « nous soutenons notre attelage institutionnel qui est là, démocratique qui est en place ». Et je voudrais une fois encore dire à l'interne, et ça c'est ma part de revendication sur ce plateau, on a suffisamment soutenu le gouvernement. On ne revendique pas. Non, écoutez, ma part de revendication en tant que citoyen, quand je finis de jouer ma partition, certes, le chef de l'État nous l'a promis dans son intervention que cette forfaiture ne restera pas impunie. Nous le croyons parce que nous connaissons sa rigueur quand il veut régler les questions. Et il a souvent dit, quand il s'agit de la nation, lui, il ne pardonne pas facilement ce genre de choses. Mais au-delà de ça, nous avons besoin d'insister pour que les enquêtes se mènent de façon assidue et sans complaisance, de façon professionnelle, et que tous les auteurs, on a vu seulement ceux qui sont apparus sur l'écran de la télévision nationale. Il y a bien d'autres personnes derrière. On ne fait pas un coup d'État comme ça sans avoir des soutiens potentiels. Il y a des complices. Il faut pouvoir les identifier. Et la technologie nous permet aujourd'hui d'identifier des gens même qui pensent avoir agi en soutien. S'ils ont des soutiens au plan national, au plan international, il faut les identifier. Et même s'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés contre des personnes à l'international, on verra bien les pays qui vont coopérer et ceux qui ne vont pas coopérer. Moi, je préfère que le Bénin, aujourd'hui, connaisse ses amis et ses ennemis et qu'avec les forces qui sont les nôtres, nous puissions nous battre et que nous ne retournions pas dans ce que le chef de l'État a appelé ce passé honteux. Merci beaucoup, Julien Kiti. Gracien Makoko, la force en attente de la CEDEAO qui a finalement agi, contrairement au cas nigérien, en tout cas c'est resté au travers de la gorge de beaucoup. Julien Kiti le disait, vous pensez également que cela a fonctionné plus, enfin le facteur proximité des relations Bénin-Nigeria a été déterminant ou bien l'institution également a tenu à jouer sa crédibilité dans cette affaire? Non, il faut dire que c'est les deux, c'est les deux parce qu'il y a eu un rapprochement sérieux entre l'État du Bénin et celui du Nigeria et au-delà de ça, nous sommes en présence d'une organisation sous-régionale, en l'occurrence la CEDEAO, qui a décidé cette fois-ci de ne pas faire le médecin après la mort. Donc cette démarche d'anticipation de cette organisation, pour moi, en tant que citoyen de l'espace, est salutaire et au-delà de ça, je salue bien entendu le rôle que l'État du Nigeria a personnellement joué. Et sur cette question de l'apport extérieur que le Bénin a pu avoir dans le cadre de ce coup manqué, le doyen Léon Kiti l'a mentionné, je reviens là-dessus pour dire, c'est même écrit dans la constitution du Bénin, dans notre constitution, qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, que lorsque l'ordre constitutionnel du Bénin est sur le point d'être mis à mal, c'est du devoir des autorités de faire recours à toute organisation et à tout État pour l'aider à repousser et à booster dehors l'ennemi qui veut s'en prendre à ce que je vais dire, à l'ordre constitutionnel qui est établi. Pour dire que déjà, le soutien du Nigeria ne peut pas être perçu ni comme un élément de faiblesse de la part de l'État du Bénin, ni comme une sorte de banditisme d'État. C'est une loi, c'est une constitution qui est en train d'être mise en œuvre dans ce sens-là. Ce que je voudrais dire, puisque il y a mon co-débatteur qui a parlé de doléances, j'aurais voulu, d'accord, à la lumière de tout ce qui s'est passé, que l'État puisse revoir un peu son renseignement. L'État puisse revoir un peu son renseignement. Je suis étonné parce que depuis 2016, on voit quand même un système de la rupture qui a un bon niveau de renseignement. Les gens ont fait un travail sérieux depuis 2016, mais c'est vrai que le bon nous a pris comme on appelle au coup, mais ce que je vais dire, c'est que si quelque chose est à améliorer, il faudrait que cela puisse être fait. Et au-delà de ça, moi j'apprends personnellement, je ne sais pas si vous avez la même information, que certaines personnes ont été kidnappées, on va utiliser l'expression, et qui ont été retrouvées à Tchaourou. Regardez la distance qui sépare Cotonou de Tchaourou.
et ils sont passés par une, voilà, bien entendu, par une voie, le réseau routier de Cotonou jusqu'à Tchaourou, et aucune police ne les a interceptés, aucune force de défense ou de sécurité ne les a interceptés. Moi, en tant que citoyen, d'accord, c'est de notre droit et même devoir, d'accord, d'attirer l'attention des autorités sur ce fait-là pour que, à ce niveau, on puisse régler la situation. Sinon, là, le Bénin devrait se préparer. Nous sommes sérieusement en guerre, comme l'a dit Macron, parce que nous partageons de frontières avec des voisins qui ne nous aiment pas, des gens qui ont intérêt à ce que nous retournions dans ce passé que tout le monde veut dépasser. Nous, on va rappeler quand même que l'État du Bénin a décidé depuis 1990 d'entrer dans une dynamique de civilisation, d'entrer dans le Conseil des nations les plus éduquées, d'entrer dans une dynamique des nations sérieuses qui ne veulent pas que l'on prenne le pouvoir en marge du peuple. Et le pouvoir la prise de pouvoir qui implique le peuple, c'est uniquement les élections. Oui, vous avez des interrogations et comme je le disais, les enquêtes ouvertes pourraient donc apporter réponse à cela pour que l'État puisse sévir, que le gouvernement puisse sévir voilà, aux besoins. Allez, Roméo Aïssegbe, on va partir. Nous avons donc une situation qui a été complètement maîtrisée, mais vigilance et contribution des uns et des autres pour retrouver peut-être ceux qui nous ont échappé, enfin ceux qui ont pris la peau d'escampette, comme je le disais tout à l'heure. Oui, mais permettez-moi, c'est pour ma toute première fois, en prenant la parole de façon publique, d'applaudir la CEDEAO. Vous savez, 50 ans après, ce que les fondateurs avaient souhaité avoir, c'est réalisé. Et ça s'est réalisé, oui. Et c'est sur ce même plateau qu'on avait apprécié la démarche du président Patrice Talon qui invitait la CEDEAO à vivre et à s'actualiser vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Vous voyez, cette CEDEAO est enviée aujourd'hui par l'AES. Et tout ce que vous entendez comme commentaire, c'est justement en réalité ce que les mêmes États reprochaient à la CEDEAO par le passé. Qu'on ne sent pas la solidarité, on ne voit pas la promptitude. On ne les voit pas dans les actes, mais on les voit dans des communiqués. On les voit médecins après la mort, on les voit constater les faits et laisser les faits comme ça sans apporter de solution. Et l'anticipation va bon train. Et je dirais aussi bravo à cette collaboration win-win que le Bénin a fait comme premier essai récemment avec le Nigeria, où les échanges commerciaux, et quand on parle d'échanges commerciaux, convenez avec moi que les intérêts du Bénin se retrouvent au Nigeria et les intérêts du Nigeria se retrouvent au Bénin. Donc c'est légitime, d'abord, vu l'accord là, que le Nigeria réagisse promptement pour sécuriser ses investissements en matière d'échanges commerciaux. Et vous savez, c'est la seule frontière à côté de la mer qui permet au Nigeria de rallier légalement, sans passer par les États de l'AES, le Togo, le Ghana, et ainsi de suite. Et vous savez combien des Nigériens, donc hommes d'affaires, ont des intérêts au Ghana et qui doivent nécessairement passer par la route en prenant par le Bénin. Et par rapport à ça, je trouve que c'est une solidarité voulue par les pères fondateurs de la CEDEAO qui s'est réalisée. Oui, nous avons besoin de demander à cette CEDEAO de continuer avec cette solidarité pour aboutir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les enquêtes aboutissent. La soif des Béninois et la soif de tous les citoyens du monde aujourd'hui, c'est de voir et de comprendre l'aboutissement réel de cet acte qui a bouleversé le Bénin en 24 heures et qui a certainement impacté tous les autres pays. La preuve, les ambassades ont dû écrire des communiqués pour reporter leur programme. Ça veut dire que tout le monde entier, surtout ceux qui ont des relations diplomatiques avec le Bénin, ont été impactés. Alors, il faudra véritablement que notre justice que je connais prompte et la police judiciaire que je connais vraiment apte à faire le travail comme il le faut, puisse faire comme cela se doit. Mais comme chacun sur ce plateau, je vais demander quelque chose à la police républicaine. C'est vrai, les citoyens que nous sommes, nous avons applaudi. Qu'on peut faire 400 km sur nos voies. Et même les étrangers en venant ici apprécient. Mes amis ghanéens apprécient, mes amis nigériens apprécient. Parce qu'on ne voit pas de policiers sur la voie quand on roule de nos frontières jusqu'en ville. Mais là, la faiblesse est montrée aujourd'hui. Nous voudrions qu'il y ait quelques checkpoints, ne serait-ce que pour vérifier les véhicules qui passent. Puisque nous avions souhaité qu'on ne va pas voir ça sur la voie, mais on a vu les conséquences aujourd'hui. Si, ça dit de Cotonou à Parakou, on n'a pas des policiers sur la voie, des barrages, je vais dire barrages, je vais appeler les choses par leur nom, des barrages qui permettent des checkpoints
si vous rentrez dans le Ghana, chacun ici va nous dire, après vous faites 20 km, vous avez un checkpoint, vous descendez vous tous, vous laissez le véhicule, vous marchez devant, après on envoie le chauffeur chercher le véhicule pour passer seul, après qu'on ait fouillé le véhicule. Yeah. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, parce que de Cotonou à Kaoru, oh, non. L'État y veille. Puisque cela a été clairement identifié dans le communiqué officiel. Voilà, on est déjà se réjouir de ce que, dès que, ça on comprendra après ce qui s'est passé pour qu'on amène les gens à Kaoru, mais à part ce cas, moi j'ai pu constater, parce que les premières heures, je n'étais pas sur Cotonou-Calavi, et pour descendre sur Calavi, j'ai dû faire beaucoup de kilomètres pour venir. Et j'ai constaté que quand même, il y avait militaires, il y avait policiers, il y avait douaniers. Et les véhicules, chaque niveau, une distance quand même pas trop grande. Il y avait des mouvements autour des véhicules, on fouillait. Mais là, malgré la situation, je n'ai pas vu les forces de l'ordre agitées. Je ne les ai pas vus. Bon, il y avait le souci de rassurer la population. Mais on était ferme sur les contrôles. Surtout, on fouillait systématiquement. Avant, c'est les douaniers, vous voyez, qui veulent fouiller ce qui est dans la voiture. Les policiers le faisaient. Yeah. D'accord. Donc, on a pu le faire que ça continue. Et heureusement, le chef de l'État a dit la veille que les généraux qui sont aux mains des mutins vont être récupérés sains et saufs. Ça a été le cas. Il faut qu'on salue ça aussi, le professionnalisme. C'est tellement que les mutins, en évoluant, ont dû voir la force de feu, ont vu des menaces, ont dû lâcher ces otages-là dans la nature. Merci à chacun de vous pour la participation à cette émission qui nous permet donc, on va dire, de débriefer quelque peu le récit officiel de cette journée du 7 décembre et également les réactions de part et d'autre. Le chef de l'État a exhorté les uns et les autres à leurs occupations diverses. C'est le cas puisque la vie a repris à Cotonou et environ. La continuité institutionnelle est constatée. Vous l'avez compris, les partis politiques ont d'ailleurs échangé ce lundi avec la Sénat pour donc évoluer sur le calendrier électoral, précisément le positionnement de leur logo sur ce bulletin des législatives. Ça dit donc que l'État a repris vie et que voilà, le gouvernement travaille donc à nous faire oublier cette journée difficile du dimanche. C'est tout pour ce débat. Merci Gracia Makoko, merci Julien Kiti, merci Roméo Aïsegbe. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve jeudi prochain avec d'autres invités et d'autres sujets. Déjà demain, on se retrouve pour le forum politique. E-Télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.